personne experte dans ce secteur. Si elle arrive, je crois que vous le connaissez, plus à la faculté d'économie de McGill, il a beaucoup écrit, il a beaucoup analysé ce secteur, il a participé à un certain nombre de commissions et de débats, donc il va nous apporter son éclairage. Si Habib Kraoui, je crois que René a un tarif, parce que bon, c'est l'un des éminents, je dirais, financiers de ce pays, en particulier dans tout ce qui est equity, investment, etc. Il est le PDG de la BAC, c'est ça, la Banque d'affaires de Tunisie, et il a participé à différentes commissions de la Banque centrale et autres, mais c'est surtout sa connaissance de ces secteurs et de son évolution et de ce qui se passe ailleurs. Je crois que c'est Mostanel, je ne vais pas quand même le présenter, vous le connaissez, il a fait une brillante présentation hier, il était gouverneur de la Banque centrale, et donc il connaît le secteur de l'intérieur, il l'avait vu. Ce que nous voulons, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un éclairage et une compréhension à la fois sereine et professionnelle, parce que ce qu'on voit comme écrit, ce qu'on entend comme débat, c'est plutôt, je dirais, flou, et c'est un cafouillage. Alors, si on peut aujourd'hui clarifier au moins les termes de ces débats et dire qu'est-ce qui est en train de se faire, et est-ce qu'on peut y apporter quelque chose, et comment l'évaluer, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et comment l'accélérer, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. En fait, en gros, moi je dirais en Tunisie, honnêtement, comprenons les choses d'abord. Parce que je crois qu'on parle beaucoup d'un certain nombre de choses, et on maîtrise ni les concepts, ni la problématique, et j'espère qu'aujourd'hui, un secteur relativement difficile, mais extrêmement important pour l'économie tunisienne. Alors, comment on va faire organiser un peu cette séance? Je vais poser un certain nombre de questions à nos amis les panélistes pour justement planter le décor et clarifier un petit peu les termes de ce débat. Et une fois qu'on a suffisamment couvert, entre eux d'ailleurs, ça va être un peu le débat, après on va vous porter, vous, comme à la fois vous poser des questions, vous pouvez contribuer et apporter un petit peu votre, à la fois au savoir-faire ou les zones encore dont vous pouvez les clarifier afin qu'on sorte d'ici avec une idée claire sur ce secteur-là. Et pour commencer, je vais peut-être demander à Simostre un petit peu de nous donner un aperçu rapide sur ce secteur et en particulier, je dirais, sa contribution à l'économie et ses problématiques, mais de façon rapide. Donc, en fait, chacun aura 2-3 minutes sur chacune des questions pour qu'on puisse aborder ce problème et avoir les différents points de vue ici en présence. Donc, à vous la parole, c'est vous. Merci, Stéphanie. Je crois que ça ne serait pas très utile, à mon sens, de passer beaucoup de temps à citer des chiffres et dire ce qui... je veux être qualitatif plutôt que rentrer dans les chiffres. Je voudrais faire 3 remarques sur la question de la réforme du secteur bancaire. La première, c'est que il n'est certainement pas utile et bon de parler de réforme du secteur bancaire sans la placer dans la réforme du secteur financier. Pourquoi? Parce que en Tunisie, l'économie a trop été dépendante du secteur bancaire. C'est une économie essentiellement d'endettement, où le secteur bancaire a été quasiment le seul acteur réel au niveau de l'intermédiation financière, et que cela n'est plus de mise. L'économie ne peut pas fonctionner, ne peut pas mieux performer s'il n'y a pas un développement des autres créneaux du secteur financier, à savoir le secteur du marché financier, le private equity et autres instruments qui sont... Je crois que c'est extrêmement important et je crois qu'on n'a pas encore fait ce pas. On continue à se concentrer sur la réforme du secteur bancaire sans mettre cela dans un contexte plus large, beaucoup plus important. Je crois que c'est un point important dont il faut se rappeler. Deuxième chose. Deuxième remarque, c'est que lorsqu'on regarde un peu historiquement, pour ceux d'entre vous qui ont un peu de changement, savent que la réforme du secteur bancaire, la réforme du secteur financier a commencé il y a 30 ans. C'est à partir de 1986 qu'on a commencé de parler de réforme du secteur financier et de réforme du secteur bancaire et de libéralisation financière. Quel a été le résultat de ces 30 années
de réforme du secteur financier, de réforme du secteur bancaire. Je dirais deux choses. Il y a des réalisations, mais je dirais que c'est très en deçà de ce qui était attendu. Après 30 années, il y a certainement eu de progrès. Le système bancaire est très différent de ce qui était en 1986. Il y a une diversification plus importante, il y a un rôle du secteur privé plus important, il y a une dynamique différente, etc. Mais en fait, le secteur bancaire n'a pas changé beaucoup depuis 30 ans. Dans quel sens? Je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est la concurrence. Un des objectifs de la libéralisation financière de la réforme du secteur bancaire, c'était de créer plus de concurrence dans le secteur bancaire pour permettre une meilleure performance. Et malheureusement, à mon sens, le secteur bancaire ne connaît pas, et le secteur financier, de concurrence réelle vraiment. Ou plutôt, je dirais qu'il y a une concurrence qui est en fait mauvaise. Dans quel sens? Et un des, peut-être si il pourra un peu développer, où il y a une concurrence au niveau des dépôts, mais très peu de concurrence au niveau du crédit. Ce qui veut dire qu'on a la pire des situations. Les banques se concurrencent au niveau de la collecte de dépôts, donc il y a une tendance vers la hausse du coût des ressources des banques, mais cela n'entraîne pas une plus grande concurrence au niveau du crédit qui permette une meilleure allocation et une meilleure allocation des ressources vers des utilisations les plus efficaces. Donc au niveau de la concurrence, le système reste sclérosé et n'a pas changé beaucoup. Je reviendrai dans un moment là-dessus. Deuxième chose, l'innovation. Un des objectifs de la réforme du secteur, c'est de créer de l'innovation. L'innovation en termes de produits, en termes d'approche, etc. Or, le secteur bancaire reste le même qu'il a été. Je crois qu'il y a 2 jours, 3 jours, il y a quelqu'un qui m'a raconté cette histoire que il fallait demander à une banque un crédit dans le domaine agricole. Il a dit les formulaires qui sont présentés, qu'ils lui demandent de remplir, sont les formulaires qui datent de 50 ans. Ils sont les mêmes feuilles jaunes formulaires qu'on utilisait il y a 50 ans pour remplir un dossier de crédit au niveau d'une des grandes banques de la place. Et cela est généralisé. Cela est généralisé. Donc il n'y a pas, au niveau de l'innovation, au niveau de la façon dont on traite le client, on travaille avec les clients, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, il y a quelques îlots qui ont commencé l'innovation, mais dans la masse, il n'y en a pas tellement. Donc, cela veut dire que la performance est très en deçà de ce qui était anticipé de la réforme qui a été engagée il y a 30 ans, de libéralisation, de privatisation, de nouvelles réglementations, etc., qui ont été... donc, on est très loin de ce qu'on peut attendre dans une économie qui est dynamique. Troisième remarque, étant donné cette situation, quels sont les éléments ou les objectifs ou les motivations essentielles d'une réforme du secteur bancaire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Quels sont les aspects ou les éléments de ce secteur qui doivent changer fondamentalement pour être à la hauteur des défis et des besoins de l'économie tunisienne aujourd'hui? Donc en plus de la diversification dont j'ai parlé tout à l'heure en termes de sources de financement bancaire, non bancaire, etc., je veux insister sur 2 choses. Très rapidement sur 2 choses, et je pense qu'ils sont l'essentiel. La première, c'est qu'on doit passer d'un secteur bancaire qui est basé sur les garanties à un secteur bancaire qui fonctionne sur la base du risque. La gestion de risque. Le système bancaire continue à être un secteur qui est basé sur la garantie. Vous me donnez 2 fois la garantie de ce que je vous donne, vous avez votre crédit, vous le remboursez, etc. Ce n'est pas sur la base de la nature du projet, ce n'est pas sur la base de la qualité de l'initiateur du projet, ce n'est pas la qualité de
Donc, il y a la question de l'accompagnement, d'internationalisation de l'entreprise tunisienne a changé, mais la banque n'a pas suivi. La banque n'a pas suivi, c'est-à-dire qu'on n'a pas de banques qui sont capables d'accompagner des projets significatifs, importants, des entreprises qui sont importantes et qui sont internationales et qui ont une vision internationale des choses, qui peuvent se placer sur les marchés asiatiques, qui peuvent se placer sur le marché africain ou autres. Nous n'avons pas de banques qui ont cette capacité à se projeter en termes de taille, en termes de distribution géographique, d'activité géographique et de connexion au niveau international qui peuvent donc accompagner l'entreprise tunisienne aujourd'hui. Je crois que ce sont les deux défis qui confrontent le secteur bancaire aujourd'hui, sur lesquels on doit juger toute tentative de réforme du secteur. Très bien. Merci beaucoup. Donc, peut-être, si Arif, vous allez nous éclairer un petit peu sur les objectifs et les stratégies de réforme. Mais si le secteur bancaire n'a pas pu évoluer pendant une trentaine d'années, je ne l'attribuerai pas nécessairement aux opérateurs financiers vous-même, mais c'est aussi, je dirais, à la politique publique en la matière, puisque le cadre réglementaire n'a jamais évolué pour le faire évoluer non plus. Et pourquoi depuis 4 ans qu'on en parle, on n'a pas fait évoluer. Donc, en fait, c'est dans ce cadre-là, si vous pouviez apporter un éclairage, en insistant sur le fait que la réglementation de l'ensemble du secteur n'a absolument pas évolué. Et pourquoi on n'a pas fait? Est-ce que c'est toujours la même mentalité en Tunisie, il y a des niches, il y a des petits grands, et on continue à l'acheter, à se partager entre nous, ou est-ce qu'il y a d'autres considérations? Merci, Cédric. En tout cas, je vous remercie. C'est très difficile, c'est bien évident de prendre la parole après 2 éléments de personnalité. Je partage entièrement les éléments diagnostiques que vous avez élaborés et que vous venez de décliner. Et puis, la problématique qui a été posée par ce monstre. Moi, en mars 2011, j'avais fait un papier disant que le secteur bancaire sera une partie du problème et non pas de la solution. Et je préconisais à l'époque qu'il fallait être contracyclique et engager tout de suite une réforme en profondeur de manière à préparer le système bancaire à être tout à fait contributif, comme on le souhaiterait, quand les éléments constitutifs d'une reprise de l'activité, et notamment d'une reprise de l'investissement privé, seraient réunis. Ça n'a pas été le cas. Et on se retrouve effectivement avec des arbitrages qui sont extrêmement douloureux pour les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, en termes d'allocation optimale des ressources. Et nous reviendrons sur la question de la recapitalisation des banques publiques, où les arbitrages ont été faits au détriment, à mon sens, de l'investissement direct auquel auraient dû être allouées les ressources qui ont été mises pour la recapitalisation des banques. Donc c'est un problème fondamental qui n'a pas, à mon sens, retenu l'attention comme il le fallait. Cependant, moi je pense que le paysage bancaire tunisien a quand même 2 réalités. Il est très fortement asymétrique à tous les niveaux et quels que soient les critères entre banques publiques ou à participation publique et banques privées, avec des situations qui sont sur la contribution au financement de l'économie. Les banques publiques sont beaucoup plus importantes, ça c'est clair. Elles ont pris des risques à un moment et ça s'explique un peu historiquement. En matière de système d'information, ils n'ont pas du tout évolué. Et on se retrouve, et je partage entièrement ce qu'a dit Semostre sur le fait que s'il est un secteur qui n'a pas du tout évolué, c'est le secteur bancaire. Nous nous retrouvons dans une situation assez paradoxale où le client de la banque est mieux outillé, mieux formé sur le plan technicité, sur le plan compétences, et d'autant plus sur le plan système d'information et outils d'aide à la prise de décision que la banque elle-même qui le finance. C'est une réalité dont il faut tenir compte. Ce que d'aucuns, malheureusement, et parce que ça a été un système tout à fait hermétique, je vais juste rappeler que d'aucuns ne se sont pas privés de se gosser du fait que nous avons été épargnés par la crise financière de 2008 parce que nous avions un système qui était plus résistant, etc. Alors qu'en fait,
l'explication est tout à fait, j'allais dire, simple. C'est parce que c'est un système fermé qui n'a aucune connexion avec la sphère financière internationale et par conséquent n'a pas été impacté financièrement. En revanche, nous avons subi de plein fouet les conséquences de la crise économique qui s'est déclenchée par la suite et on a un effet de résonance qui date jusqu'à maintenant avec une croissance atone encore en Union européenne et dans les marchés cibles sur lesquels nous faisons plus de 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, cela veut dire qu'il faut absolument que cette réforme se fasse maintenant. Toute l'attention en termes de priorité a été portée sur, bien entendu, les banques publiques. Moi, je dirais, parce que vous m'avez interpellé sur l'aspect stratégique, je crois qu'on ne sait pas. D'abord, je voudrais juste, pour situer un peu le contexte, je dis souvent que la vie technique ne dispense pas de la décision politique. On peut techniquement proposer un certain nombre de choses. Le politique se doit parce qu'il est censé avoir une meilleure compréhension, parce qu'il est censé avoir une capacité d'anticipation que n'a pas le technicien, parce qu'il est censé, en tout cas théoriquement, avoir ça. Et par conséquent, on ne peut pas faire l'économie d'une décision politique, d'une décision stratégique. Et la question est la suivante, d'abord. Est-ce qu'on a besoin de banques publiques? Est-ce qu'on a besoin d'un secteur bancaire public? Ça, c'est la question, d'abord. Si la réponse est oui, et je suis de ceux qui disent, et j'expliquerai pourquoi que la réponse doit être oui, il faut en fixer le périmètre. Est-ce qu'on doit garder, je rappelle juste pour mémoire que l'État est peu ou pro présent dans 12 banques de la place sur les 22 qui ont été citées par Sylvie. C'est-à-dire avec des participations qui vont de 20% à 87%. Et donc, la question est de savoir, est-ce que je dois garder ce périmètre ou pas? Ayant eu une réponse positive sur cette question, la question est la suivante. Quel est le scope, quelle est la mission que je dois attribuer à ce secteur public? Si moi je dois citer le cas que nous connaissons tous, c'est qu'on est déjà dans un financement d'investissement qui est très fortement bancarisé. Et qu'on parle depuis très longtemps, et notamment depuis une étude qui date déjà de presque une quinzaine d'années sur le marché des capitaux, sur le marché financier, en train de chercher des sources alternatives, parce qu'on a parlé d'effet d'éviction, justement, qui a empêché à un moment qu'il y ait davantage de contributions d'autres instruments comme private equity, toutes les techniques de capital investissement ou de financement par le marché boursier. Il y a eu des tentatives, mais ça reste très en deçà de ce qu'on a demandé. Donc, comment déjà faire jouer à ce secteur public un rôle qui touche essentiellement ce qui nous fait défaut actuellement. Le problème dont on dispose actuellement, le problème, disons, qu'on confronte actuellement, c'est que nous avons un problème d'adaptation des ressources aux emplois. On est en train, dans un certain nombre d'activités, et notamment pour ce qui touche la PME, PMI, à demander aux banques de financer, alors qu'elles n'ont pas fatalement les ressources adéquates pour faire appel à d'autres ressources alternatives. C'est pour ça que si les pouvoirs publics réfléchissaient à la mise en place d'une réforme, c'est d'abord de se dire il faut que je garde un instrument, mais cet instrument doit avoir des missions précises, et il doit être couplé aussi avec l'intervention d'autres opérateurs, notamment la Caisse de dépôt et de conciliation, le fait de mobiliser des ressources spécifiques pour le financement notamment de projets structurants, etc. Donc c'est ça, à mon sens, l'essentiel. Est-ce qu'on a, sur le plan d'abord stratégique, décidé ou pas? Parce que c'est très clair. Moi, je dis souvent que, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat qui le dit, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. D'abord, où allons-nous pour pouvoir éventuellement calibrer cette réforme? Mais en l'état actuel des choses, force est de constater malheureusement que ça part dans tous les sens et qu'on est en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire ce qu'on appelle une réforme, mais en fait c'est même pas une réforme, c'est des mesures
de sauvetage pour de pseudo-sauvetage, et je dirais pourquoi ça ne peut pas tenir la route, des grands équilibres, puisqu'on est en train de renforcer l'endettement sans rechercher d'autres moyens qui peuvent tout à fait faire l'économie de tout ça, parce qu'on n'agit pas avec un cap qui est fixé, et par conséquent, c'est des éléments artisanaux et je dirais primaires de résolution de la question, alors que il y a d'autres possibilités. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Très bien, on va y revenir. Merci beaucoup. Si je comprends bien, il y a quand même une question qui demande une réponse dans la politique de la question stratégique. Avons-nous besoin de banque publique? Et la deuxième question, que aussi ça dépend si on répond oui ou non, et c'est à ce moment-là qu'on regardera comment faire en sorte que l'allocation de ressources soit optimale. En attendant, vous avez aussi soulevé un autre problème. Si vous allez vers la question du oui, il va falloir recapitaliser. Pour recapitaliser, il faut mettre des ressources, et des ressources publiques, donc on met l'argent du contribuable. Est-ce une bonne utilisation des ressources publiques? Donc beaucoup de questions que vous avez soulevées. C'est la critique. Est-ce qu'on peut continuer là-dessus? Mais ma question, je reviens un peu en arrière en disant, en fait, admettons qu'on a répondu à cette question, on va voir. Si on répond oui ou non, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Mais la question pour moi, si effectivement on n'a pas eu concurrence, si on n'a pas évolué, si on n'a pas modernisé, je comprends ou j'entends deux choses. Il y a un problème de réglementation et de régulation du secteur. Ça se passe partout et ça évolue. Et si ça n'a pas évolué, je n'ai pas encore eu de réponse là-dessus. Et la deuxième, pourquoi au niveau de la compétence des banques, même privées, ça n'a pas évolué? Parce que ça aurait été une excellente niche de rentrer dans les PME en développant la capacité, la gestion du risque, les ressources humaines qui permettent d'accompagner. Ça, c'est fait ailleurs. Je peux vous donner des exemples. Pourquoi on ne l'a pas fait en Tunisie? Merci, Cyril. C'est toujours difficile aussi de parler à un gros calibre de l'économie, de la finance. Alors, je pense que lorsqu'on parle lorsqu'on traite le secteur bancaire, la situation me paraît, elle est inquiétante. Elle est inquiétante de par l'état du secteur, compte tenu du poids des créances douteuses, de par ses limites en quelque sorte. Donc il n'y a pas d'opportunité d'investir. Donc on est resté presque d'un côté centré sur le banking book, donc il n'y a pas d'autres pieds de marché, et d'autre part, donc on est resté dans une logique de garantie. Mais il y a aussi l'état de l'économie qui est en rapport. Lorsqu'on voit que la fragilité de l'économie, elle n'impacte aussi le secteur bancaire. Lorsque la Banque centrale injecte régulièrement de la liquidité pour sauver l'économie et bien sûr aussi alimenter les banques. Mais aussi la situation, elle est inquiétante parce que l'imagination, elle est défaillante. Lorsqu'on voit tout le débat depuis 2 ans sur le full, c'est-à-dire sur l'audit, en quelque sorte. Donc on a un pub sur toutes les angles, toutes les lèvres, toutes les chaînes, on parle de full audit. Et après, donc elle est défaillante parce que la solution, donc on cherche la facilité. La facilité, c'est la recapitalisation des banques, ce qui est inconcevable de faire payer le contribuable cette opération de recapitalisation, alors que c'est toute une génération, peut-être de banquiers, qui étaient responsables, qui ont accordé des crédits. On se retrouve avec cette défaillance aujourd'hui au niveau du secteur. Mais, à mon avis, il y a autre chose aussi au niveau du secteur. J'ai l'impression, peut-être ce qu'on observe, donc il y a la prise de conscience du risque systémique n'est pas, disons, n'est pas à son niveau. Donc, peut-être qu'on n'a pas connu de crise bancaire, et donc, par conséquent, les gens, la classe politique, elle retarde les opérations. Mais aussi, il y a un autre point qui me paraît, donc si on fait en rapport avec la réglementation, donc bon, c'est vrai que la réglementation micro-prudentielle, elle a montré ses limites. Et donc, du coup, il faut basculer vers une réglementation macro-prudentielle. Est-ce qu'on est bien armé aujourd'hui
pour imposer cette réglementation pour sauvegarder l'économie des dérapages d'un risque systémique. Et lorsqu'on parle de risque systémique, est-ce que la fragilité de la banque, elle provient seulement de la banque, mais elle peut provenir des secteurs systémiques comme le tourisme, elle peut provenir d'une entreprise systémique comme Fosfalwersa et autres. Et voilà, je crois que il y a plein de questions qui ont un rapport avec qui expliquent cette fragilité. Donc, c'est vrai que même le secteur bancaire privé ne brille pas en quelque sorte dans cette configuration, mais aussi parce que pour le secteur privé n'a pas l'opportunité d'aller au-delà. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'absence d'un marché de capitaux, donc comment les banques publiques et bien sûr privées peuvent gérer le risque lorsqu'on n'a pas, lorsqu'on n'a pas de courbe de rendement. Donc on voit que la défaillance, comme j'ai toujours dit, donc le marché obligataire, c'est un marché défiguré par l'évaluation des actifs. Donc une évaluation au coût historique, il est défiguré lorsqu'on voit dans le cas tunisien, le taux d'intérêt dans l'emprunt sans risque, il est supérieur à l'emprunt risqué. Donc l'obligation souveraine, donc elle a un taux d'intérêt qui est supérieur à l'obligation corporelle. Et ça, c'est pas logique. Donc on ne peut pas espérer que les PTA jouent le rôle de référence pour que les banques puissent gérer le risque et basculer d'une opération d'évaluation d'octroi de crédit sur la garantie vers une démarche d'octroi de crédit sur la base de risque. On ne peut pas espérer avoir ça. Très bien, merci beaucoup. On va faire un autre tour parce qu'ils ont quand même soulevé beaucoup de problèmes avant de revenir à la salle. Juste une petite remarque et je reviendrai sur ces aussi. Moi, je parlais il y a 8 mois ou 9 mois justement pour la gestion du risque. On a commencé à parler, il va y avoir un information bureau, okay? C'est un bureau de crédit. Il y a même du secteur privé, 2 ou 3 initiatives qui étaient bien. Moi, j'ai rencontré un d'entre eux et ça avait l'air d'avancer. Je parle de ça parce que j'ai fait dans le but. Et d'un seul coup, ça a disparu. Bon, on en parle plus. Pas totalement. Ah, j'espère. Donc vous allez nous donner un peu. Parce qu'on n'entend plus parler. Parce que pour faire de la gestion du risque, comme a dit Simon, on parle de garantie à main. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des éléments, un peu d'innovation, un peu de changement de la réglementation et toucher aux prérogatives publiques, eh bien, il y a quelque chose qui revient. Le marché obligataire, pareil, on a entendu pas mal de choses, mais comme a dit, un manque d'imagination. Mais ça, c'est un petit peu, juste entre parenthèses, pour dire on sait ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et d'une façon relativement bien intégrée, mais il y a quelque chose, quelque part, qui tout le temps nous retient vers... Il y a aussi la peur. Il y a aussi, moi je dois avouer qu'on a un problème ici, il est assez conservateur. Même les gens qui veulent dire, oui, on est pour les réformes, dès qu'on commence à discuter un peu, les réformes rentrent dans l'éditeur. Ah non, attends, il ne faut pas faire ça, parce que ça va être privé, ou privatisé, ou semi-privé, quel est l'impact sur ceci, l'impact sur cela, mais tout ça, on peut l'analyser, on peut le faire. Mais est-ce qu'on veut faire des réformes, est-ce qu'on veut avancer, ou on continue à chaque fois à tirer en arrière? Parce que je crois qu'il faut débattre un jour de ce genre de comportement un peu pas clair de nous autres Tunisiens. C'est votre, imaginons la chose suivante, que vous avez l'espace nécessaire pour dire, oui, réfléchissez à une réforme, je dirais, comment on dit, globale, intégrée, pour faire justement un secteur financier ou un marché financier concurrentiel, innovateur, pouvant se consolider et jouer un rôle extrêmement important, non seulement dans le financement de l'économie tunisienne, mais dans l'accompagnement de tout ce qui est, je dirais, entreprise innovatrice et exportatrice. Et là-dedans, attention, vous avez 3 banques publiques un petit peu plombées, mais quand même qui, à mon avis, limitent énormément la concurrence, parce que c'est aussi
elles, quelque part, indirectement, qui ne laissent pas évoluer indirectement et inconsciemment évoluer la réglementation. Et donc la question stratégique de Serbie, que fait-on de ces banques publiques? Voulons-nous avoir des banques publiques? Donc, avec ces hypothèses-là, quelles sont les 2 ou 3 composantes stratégiques d'une réforme du secteur financier en Tunisie? Si elle ne marche pas, tant pis. Et d'ailleurs, ce n'est pas bon pour le consommateur. Je crois que les gens confondent une chose. Ils confondent le fait que le service public est à très bas prix, donc c'est bon pour lui. En fait, vous le payez. Parce que vous le payez à travers ces recapitalisations, ces ajouts de ceci, ces ajouts de cela. Alors que je peux avoir une politique sociale où je compense, où je subventionne, où je fais des transferts directs, et à partir du budget de l'État, mais l'efficacité économique et financière de l'entreprise restera l'efficacité économique. On gagne tous, on préserve la politique sociale et on utilise correctement les ressources. Il faut distinguer ça. Donc quand on dit ça, ce n'est pas parce qu'on est contre tout ce qui est soutien social, ou parce qu'on veut le privé, ou parce qu'on veut, je dirais, se désengager des entreprises publiques. Non, c'est une meilleure utilisation des ressources et une meilleure allocation aux classes qui le méritent. Parce qu'il n'y a pas mieux que ça. Donc, je reviens à Serbie. Est-ce que vous avez des commentaires sur ces 6 composantes ou quelque chose que vous voulez ajouter? Parce que là, on sort complètement de ce qu'on est en train d'entendre depuis à peu près 7 ou 6 mois. Recapitalisation, partenaire privé, pas partenaire privé. Après, il y a des gens qui se disent qu'il n'en est pas question de partenaire privé. Alors là, on est complètement dans un schéma différent. Merci. Malheureusement, c'est des éléments du débat qui manquent et on est allé vers le plus commode, comme je disais, c'est Mostra. Le plus commode, c'est d'aller chercher l'argent où il ne se trouve pas, dans le budget de l'État, malheureusement. Et donc, ça c'est classique, parce que, encore une fois, on n'a pas de vision. C'est ça le problème. Toute, j'allais dire, politique, toute position est défendable. Moi, je suis prêt à écouter toutes les positions, si tant est qu'elles soient fondées sur une argumentation et sur une définition des missions et objectifs attendus. Mais aller chercher, courir plusieurs lièvres à la fois, ça n'a jamais aidé personne à attraper quoi que ce soit. Et on est malheureusement dans cette configuration-là. Donc, tout à fait d'accord avec cet élément, d'autant plus que l'exercice a été fait. Juste pour clore ce chapitre, c'est un exercice assez intéressant. On a pu faire la démonstration que l'on peut recapitaliser, c'est ça l'objectif. Parce que moi, c'est par raison d'insister sur le fait qu'on ne doit pas déconnecter toute réflexion sur la réforme du système bancaire dans un cadre beaucoup plus large de financement de l'économie, de manière générale, avec un élément, bien entendu, développer tous les éléments alternatifs de financement, y compris la révision de la législation, et je reviendrai là-dessus. On a pu justement faire la démonstration que toutes les banques dont on est en train de parler peuvent parfaitement revenir à des niveaux de respect des ratios prudentiels actuellement en cours, sans recourir à un financement quelconque, que ce soit du budget de l'État ou autre. En demandant justement à ces banques d'avoir exactement la même attitude qu'ils ont avec n'importe quel client qui vient les voir et qui est en difficulté. Une bonne banque, c'est même elle qui prend l'initiative. La première sollicitation ou demande qui est faite par le chargé d'affaires, c'est de demander au client, en difficulté, s'il n'a pas des éléments d'actifs qu'il pourrait éventuellement céder pour qu'il puisse lui consolider ou rachetonner sa situation. C'est le premier geste et la première demande. Donc ce qu'on demande, nous, c'est à ces banques-là, c'est justement d'avoir exactement la même attitude avec elles-mêmes qu'elles auraient au canon avec leurs clients. Et donc de voir justement sur le plan interne, si on peut. J'ai eu personnellement l'opportunité et la chance de travailler sur un dossier justement d'un grand groupe international qui avait eu des difficultés à cause de la crise grecque, où ils ont subi des pertes qui ont dépassé plus de 11 milliards d'euros. Et ce groupe, et c'est ça toute la différence, n'a pas attendu que l'ACP, c'est-à-dire l'autorité de contrôle présidentiel en France, le mette sous pression. Eux-mêmes, ils ont d'abord commencé par dégommer le DG qui était responsable de cette situation, même s'il avait fait des performances énormes. Mais c'est en management, c'est clair, quand on veut changer de politique, il faut changer de vecteur qui porte
cette politique, nonobstant les qualités des uns et des autres, donc ne fût-ce que pour donner des signaux au marché. Ils ont commencé, et j'aime bien ce terme que j'emprunte au jardinage, ils ont commencé par élaguer. Ils ont cédé je ne sais combien de filiales à l'étranger, ils ont cédé tout leur patrimoine quasiment immobilier pour non seulement se redresser en 2 ans et recommencer à distribuer des bénéfices pour l'exercice de 2014. Voilà et elle a eu une question d'un des journalistes au cours d'une présentation qui posait la question au directeur général de ce groupe, lui disant que vous avez été obligé quand même de céder les joyaux de la couronne, croyant lui faire un reproche. Et la question était d'une simplicité, je veux dire, déroutante. Il a dit, mais nous n'avons pas vocation d'abord à garder ces actifs, et de la même manière que nous avons pu justement avoir ces actifs-là, nous les aurons peut-être dans de meilleures conditions, dans d'autres contextes, et que justement on mobilise les actifs quand on en a besoin. Et c'est ça un peu ce qu'il faut un peu démontrer dans ce cas précis. Juste sur le plan de la réglementation, effectivement, la réglementation c'est important, il faut augmenter les seuils, etc. Mais il faut aussi libéraliser les conditions de fonctionnement, de rapprochement et de fusion-acquisition. C'est Mosfalt mieux placé que nous pour savoir que c'est la croix et la bannière dès qu'on veut faire un rapprochement, dès qu'on veut faire une fusion-acquisition, parce que ça obéit à des règles, parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument faire. Donc il faut qu'il y ait une flexibilité au niveau de la réglementation, de manière à ce que ces choses-là puissent être faites par les opérateurs sans intervention et sans élément d'inhibition de la part des régulateurs. C'est ça qui fait le problème. Il est extrêmement difficile au jour d'aujourd'hui de faire un rapprochement entre 2 banques de la classe, parce que la réglementation n'est pas tout à fait favorable et parce qu'il n'y a pas de volonté là-dessus. Puis je reviens juste sur le financement, juste 30 secondes sur le financement de l'endettement intérieur de l'État. Et pour dire que finalement, il y a une espèce de schizophrénie de l'État. D'un côté, il y a un appel, enfin, du pouvoir public, il y a un appel pour qu'il y ait davantage de financement de l'investissement, notamment privé. Et d'un autre côté, on a une réglementation, on parlait tout à l'heure de BT1, etc., qui favorise justement, parce que l'État privilégie son propre, bien entendu, financement. On a parlé des banques, mais il y a les compagnies d'assurance, qui sont de gros clients. Et quand vous avez ce qu'on appelle le catalogue de placement, c'est-à-dire c'est un catalogue, une espèce de structure qui oblige les compagnies d'assurance à allouer leur portefeuille en fonction d'un certain nombre. L'État privilégie justement l'élément le plus important, qui est tout ce qui est titre émis par l'État, et réduit à son expression la plus simple toute exposition au niveau de financement de la PME, PMI et prise de participation. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on ne vienne pas après se demander pourquoi les compagnies d'assurance ne financent pas directement ou ne contribuent pas au financement de l'économie, puisque l'État privilégie son propre financement au détriment. Et malheureusement, la réglementation va encore compliquer les choses, parce que nous savons tous que Solvency II va être mis en pratique en 2016, et il va encore réduire le niveau d'exposition de toutes les compagnies d'assurance sur le portefeuille action. Et donc réduire d'autant, et ça c'est des règles prudentielles, pour dire qu'il y a parfois des effets induits pervers qui peuvent aller contre toute volonté de financer directement l'investissement privé, et notamment dans tout ce qui est PME, PMI. Donc, et on revient à la question centrale, il faut qu'il y ait des instruments spécifiques sur la base d'objectifs, sur la base de missions précises, qui puissent permettre à l'État d'impulser, d'influencer, de canaliser, d'orienter et de laisser le marché par la suite, parce qu'il est intéressé, parce qu'on aura mis les bons stimulants accompagner cet effort de l'État. Très bien, merci beaucoup. Là, on va vous dire attention. Aujourd'hui, il y a seulement 2% des opérations qui sont négociées à la bourse. Le reste, c'est du gré à gré. Donc, la même chose, c'est qu'au niveau de l'autorité monétaire, au niveau de la Banque centrale,
on peut accepter des obligations qui sont de meilleure qualité, donc la CEA ou 2A, etc., comme collatéral pour les opérations de refinancement. Donc tout ça, ça peut jouer. Et d'un autre côté, donc, le secteur bancaire, il est gagnant. Il est gagnant en termes de solvabilité, puisqu'on peut émettre des obligations subordonnées sur le marché dynamique. Il est gagnant en termes de liquidité, puisqu'on a un ratio de BAL 3, de LCR, donc il est augmente avec la détention des banques d'obligations d'État, donc souveraines, et autres aussi. Donc, autre point aussi je pense que la bataille, c'est une bataille aussi de bonne gouvernance au niveau du secteur et au niveau des autres, des entreprises publiques qui sont très liées au secteur bancaire. Et cette, disons, bataille de bonne gouvernance, elle aura un effet, disons, bénéfique sur l'économie, pour donner donc à la banque les chances de s'imposer. Pourquoi? Parce que le débat n'est pas forcément... il faut, à mon avis, éviter que le débat soit privatisation, nationalisation. Donc on sait très bien que dans des pays, par exemple au Brésil, les banques publiques, le niveau des NPL, des créances accrochées, il est plus élevé chez les banques privées par rapport aux banques publiques. Donc, je pense que la bataille aujourd'hui, il faut gagner cette bataille de la bonne gouvernance et après laisser le choix pour les banques de rester dans le service, disons, propriétaire de l'État ou sous la tutelle de l'État ou autre. Autre point aussi au niveau de l'imagination, et ça c'est inquiétant, lorsqu'on voit donc, parmi les propositions qu'on a entendues ces derniers temps de dire d'ouvrir le capital de 10 à 15% pour un partenaire technique, c'est ça? Partenaire technique, voilà. Donc, le problème, c'est qu'on ouvre le capital, donc il y a le risque dont on a évoqué, donc un conflit d'intérêt, disons le partenaire lui-même, donc il est en même temps actionnaire et en même temps partenaire, mais il y a aussi le risque de ne pas trouver le bon partenaire qui va assurer l'assistance technique, parce qu'on peut trouver le meilleur pour l'assistance technique, il refuse d'entrer. Donc on cherche un deuxième qui n'est pas forcément le meilleur. Donc logiquement, on aurait pu dissocier. On cherche l'assistance technique, on choisit le meilleur et non pas lier ce type de clause. Oui, bon, là, juste une petite remarque, quand même, c'est qui fait ailleurs. On a fait appel à un partenaire stratégique, ce qu'on appelle stratégique, qui rentre dans le capital, qui gère. C'est ça la différence. Et son cas de performance, c'était clair. Non, c'était donné 20 à 25%, et ça a très bien marché. Mais il y a eu aussi des cas où ça n'a pas marché. Donc, je dis qu'il ne faut pas... On a l'expérience de télécom. Oui, l'expérience de télécom aussi, c'est pas nécessairement oui ou non, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, effectivement des bons choix et des bonnes dates. Juste pour clôturer, on va donner un peu la parole à la salle. Non mais juste j'aimerais bien que chacun prenne 30 secondes. Mais alors, ce scénario dont on entend parler, en gros focalisé sur la recapitalisation, prendre l'argent du contribuable de côté, pas nécessairement, il y a des actifs quelque part de chacune des banques qui peuvent y aller, pourquoi on ne pas penser. Et puis on ne parle pas du reste. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Juste votre position sur ce scénario qui est là, en gros. Évidemment, il est incomplet par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais si au jour d'aujourd'hui, si c'est ce qui est retenu au niveau du gouvernement, c'est quoi les risques? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Juste 2 mots, hein, pas plus. Il n'a rien dit. Je savais qu'il allait tout dire. Non, je voudrais peut-être commenter. Tout à l'heure, ça fait le cas il faut des réformes contracycliques. Et que c'est bien de faire une réforme lorsque la situation n'est pas etc. Mon problème, c'est que on est exactement dans cette situation-là où en fait on n'osera jamais prendre des décisions qu'il faut. Et on va donc faire des réformes qui sont partielles, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas évidentes, donc on ne résoudra pas tout à fait. Donc l'idée de contracyclique est bonne, mais en fait, bon, elle est dangereuse aussi. Elle est dangereuse parce qu'elle peut donner lieu à des résultats qui sont. Moi, j'estime que la façon dont c'est en train d'être fait est catastrophique.
la réforme du secteur, elle est totalement opaque, elle n'a aucune vision, elle n'est pas basée sur des choses, sur des objectifs clairs et sur les solutions soutenables à terme. C'est ça ce que je crains que nous soyons en train de fourvoyer encore une fois, de perdre une chance. Moi, je préfère ne pas aller trop dans ce sens, d'aller plus lentement jusqu'à ce qu'on soit prêt à faire une bonne réforme. Très bien, merci. Merci. En tout cas, moi, je me suis déjà exprimé sur la question du partenariat technique, estimant que c'était techniquement infondé, managérialement difficilement envisageable. Il ne s'agit pas d'être grand clair pour estimer que ça ne se fera pas, de mon point de vue. Ça ne se fera pas. Et même si ça se faisait, c'est-à-dire même si on allait à la phase marché pour demander et rechercher un partenaire technique, il n'y aura pas de partenaire technique. Aucune entreprise sérieuse ne s'embarquera dans ce type de deal parce qu'en face, ils n'ont pas de vis-à-vis, parce qu'en face, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc, mais entre-temps, on aura aggravé la situation. Entre-temps, quand le point est direct, alors qu'est-ce que vous en faites? Juste votre position sur ce scénario qui est là, en gros. Évidemment, il est incomplet par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais si aujourd'hui, si ça se tire au niveau du gouvernement, c'est quoi les risques? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Juste deux mots, pas plus. Non, je voudrais peut-être commenter tout à l'heure quand il faut des réformes fantastiques et que c'est bien de faire une réforme de la situation mon problème, c'est qu'on est exactement dans cette situation-là où en fait on n'osera jamais prendre. Juste deux remarques, si vous permettez. La première, vous avez suggéré l'augmentation du capital des banques. Est-ce que cette augmentation est une barrière à l'entrée? Est-ce que ça diminue la concurrence? On veut bien que le secteur bancaire soit concurrentiel. On veut bien qu'il y ait plus de banques, qu'il y ait plus de concurrence. Est-ce que le fait d'augmenter le capital pourrait être une barrière importante? La deuxième remarque, c'est que pour les banques publiques, c'est vrai qu'ils ont une histoire. Donc les banques publiques, c'est vrai, ils ont des problèmes liés à leur gestion, mais liés aussi aux entreprises publiques. Même si je prends par exemple les STB, c'est le secteur touristique. Je crois que la réforme, ou bien la recapitalisation des banques, certes, il faut recapitaliser, mais il faut que ces banques soient responsables. Il faut donner plus de capital, mais à condition. Il faut que l'augmentation du capital soit conditionnelle. Conditionnelle à des dépendances, à des indicateurs. Comment, par exemple, augmenter la rentabilité de ces banques. Il faut qu'il y ait un business plan pour une période bien déterminée. Ça, c'est important. Et comment les responsabiliser aussi, il faut qu'elles tiennent une partie de nos capital réel aussi. Presque de sanctions. D'accord, tu fais des déficits, mais attention, ce n'est pas seulement l'État qui va refinancer, mais toi aussi, tu dois aussi vendre quelques actifs réels. Les banques publiques sont très riches en actifs réels. Moi, j'ai découvert qu'ils sont très bons, ils ont beaucoup d'actifs réels. Et donc, il y a possibilité de refinancer une partie du capital. Et je vous remercie. Merci beaucoup, chers panélistes, chers participants. Madame Bandi, du laboratoire socio-économique de Fertos. Je remercie les panélistes pour leur intervention, très intéressant, très enrichissant. Et je voudrais faire deux constats tout d'abord. Bon, il nous faut des décideurs réformistes
d'après ce que vous venez de dire. Donc, il nous faut des décideurs réformistes à la prochaine fois. Et comment imaginez votre contribution potentielle dans la prise de décision, éventuellement avec des coopérations avec les décideurs actuels? Ça m'intéresse aussi. Je ne prétends pas avoir ni l'expérience ni la compétence nécessaire pour commenter tout ce que vous venez de dire, donc je vais juste poser des questions. Tout d'abord, bon, c'est minimal, le capital minimal, elle a été déjà posée. Et il y a une question qui me dit, les personnes toujours des banques, que ce soit par ce marché obligataire, et que c'est bien plus intéressant. J'aurais aimé qu'il y a une autre vision des choses. Qu'est-ce que vous en dites de la dimension macroéconomique pour le sauvetage des banques, parce qu'il y a des interactions et que c'est bien que certaines banques sont si influentes que leur défaillance pose vraiment un problème macroéconomique, non seulement sur l'institut elle-même. J'aimerais bien avoir des éclaircissements sur ça. Et puis, si quelqu'un nous a parlé de marché obligataire et les antipanélistes aussi, et bon, on a dit bien souvent, c'est un marché de création, c'est pour, avec des situations de rente déguisées des banques, c'est toujours clair. Vous avez parlé de cahier de charge pour les sociétés et pour les banques qui veulent intégrer le marché secondaire. Une question très précise. Quel institut pourrait mettre en place ce cahier de charge? Éventuellement, parce que c'est le CNRS, est-ce que ça va être du ressort communautaire, ou il faut une autre institution qui est plus spécifique? Et bon, une remarque générale, mon cher Philippe l'a annoncé en dernier lieu, pourquoi les assurances ne font pas le financement nécessaire, peut-être ça serait un autre débat, le financement nécessaire pour l'économie ailleurs et en Europe ou en Amérique, c'est essentiellement les assurances qui sont en train de faire, qui sont le plus souvent plus grands que les banques. Et une autre chose qui a été abordée, peut-être la convertibilité du dinar avec l'exemple de M. Bon, je pense avec la carte technologique, on a fait un premier pas et certainement il faut d'autres pas pour que l'économie s'ouvre sur son environnement régional. Et merci. Bonjour. Je regrette pour ma part qu'on soit resté sur une posture strictement critique et pas suffisamment exploratoire parce que la réforme du secteur bancaire a une autre profondeur. On a trop focalisé sur l'histoire de la restructuration sur fonds publics. En soi, ce n'est peut-être pas très rationnel, mais ça n'a rien d'une hérésie. Hein. On a bien vu l'Amérique, berceau du libéralisme, voler au secours de ces banques. Quand il s'agit d'un risque systémique, comme l'évoquait Céline Moiraes, le rempart, c'est l'État. Mais alors, il y a quelques éléments que je voudrais évoquer en matière de cohérence du métier. Quand je vois la BNA, par exemple, disposer d'un groupe immobilier composé de 4 filiales, moi je dis qu'il y a incohérence. Quand je vois la banque de l'habitat ne pas voler au secours du continent, alors qu'elle peut proposer des solutions de financement du logement pour gens démunis jusqu'aux standings, je me dis que finalement, nous, quand on explore un peu les insuffisances de notre système bancaire, on se reporte sur le modèle marocain. Je pense qu'on n'est pas handicapé pour concevoir un plan de redéploiement à l'international qui pourrait également venir au secours des banques. Et puis, je crois que c'est une piste d'expansion qui permettrait
à l'État de récupérer ces lignes, parce qu'on se dit, si on restreint l'horizon d'exploration des banques aux dimensions nationales, aux dimensions du marché national, bon, on se dit, on recapitalise et elles vont refaire le même plongeon et il faudra encore remettre la main à la poche. Est-ce qu'on peut pas coupler ça avec un plan audacieux de redéploiement international? À la tribune, quelqu'un a parlé du manque d'imagination. Je crois que là, il faut un exercice d'imagination. C'est une question, une dernière. Aujourd'hui, il y a une offre cloud computing qui est comptable sur la place. Alors, est-ce que les banques peuvent avoir aujourd'hui, peuvent-elles encore avancer l'alibi du coût élevé du système d'information pour se développer? Merci beaucoup. Je crois qu'on va donner la possibilité aux communes parce qu'il y a qu'un titre pratiquement. Bon, on répond et après vous en faites à votre tour trois questions. Voilà. Allez-y, Simon, je crois que c'était la première question. Et après, ça sera des contenus. Est-ce qu'on entend capitalisme, est-ce qu'on entend les barrières à l'entrée? Oui. Mais la grande barrière à l'entrée, c'est pas le c'est l'octroi de licence à exercer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est augmenter le capital minimum. Augmenter la taille et on peut avoir la comptabilité dont vous faites. Donc, c'est vrai que, mais vous savez très bien qu'en théorie financière, l'existence d'un capital minimum et même de licence se justifie de point de vue théorique, et donc on a besoin des deux, et donc on ne veut pas avoir un système où il y a entrée libre totalement dans le secteur bancaire pour des raisons sur lesquelles on peut discuter tout ça. Donc, la recapitalisation, donc, je crois que ça existe partout, etc. Tout d'abord, il y a recapitalisation et recapitalisation. Donc, il y a des situations de recapitalisation de bail-out, comme on dit, lorsqu'il y a un risque systémique. Les cas dont on parle en Tunisie, ce ne sont pas des cas de risque systémique, ce sont des problèmes de recapitalisation qui proviennent de facteurs structurels à la gestion de ces entités-là. Donc, ce n'est pas comparable à la recapitalisation qui a eu lieu en Europe ou aux États-Unis, etc., lors de la crise financière. Ce n'est pas la suite d'une crise financière, ce sont la preuve que ce problème de recapitalisation se pose dans les banques publiques et ne se pose pas dans les banques privées. Et généralement, la recapitalisation dans le systémique se pose lorsqu'il y a une des banques privées qui sont soumises à un problème de risque systémique à cause d'un retournement de conjoncture. Mais ceci étant, même aux États-Unis, la question de la recapitalisation se pose. Ce n'est pas accepté par tout le monde. En fait, ça se pose, ça se fait. Mais ça pose problème. Et il faut poser les problèmes de recapitalisation. Parce que ça crée énormément de risques moraux, donc ça, et puis de prise de risque qui soit répétitif. Et la question se pose, et en Tunisie, nous avons vu, c'est pas la première fois qu'on parle de la recapitalisation de la DNA ou de la STG plutôt. C'est pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière si on ne fait pas la recapitalisation comme il faut. Donc oui, c'est vrai, ça existe ailleurs, ça ne veut pas dire que le problème n'est pas réel, il est réel là-bas, il est réel ici. Donc il faut toujours se poser des questions, surtout parce qu'on commence à mettre des sommes faramineuses qui proviennent de la poste du contribuable, etc. Mettre la conditionnalité, oui. Mais c'est très facile de faire la conditionnalité. Mais après, comment on fait en sorte que ça soit respecté? Et si ce n'est pas respecté, c'est qu'il y a contrôle. Si à la fois celui qui met la conditionnalité est responsable de la condition, si l'État met les conditions, mais ensuite il vient imposer aux banques publiques de financer des entreprises publiques qui sont déficitaires, qui est responsable?
Donc, ce n'est pas une question, donc c'est un problème de système d'incitation cohérent qui doit être mis en place pour éviter qu'on revienne à la case départ très vite. Concernant pourquoi sauver les banques, je crois que bien sûr il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles les autorités publiques interviennent. Il y a le cas de risque systémique, parce qu'une banque a une importance systémique, donc elle peut affecter tout le système, c'est là où elle intervient. Il y a d'autres raisons qui ne sont pas de risque, parce qu'il y a un coût social qui est élevé et que les autorités. Je vous donne un exemple très simple, celui d'aujourd'hui, vous savez très bien, on en parle pas beaucoup. Il y a une petite banque qui n'a aucune importance de risque systémique. Elle est complètement insolvable et on n'arrive pas à fermer. Vous connaissez la BNP, c'est une petite banque qui n'a aucune importance systémique et en faillite par tous les acteurs, mais on n'arrive pas à fermer pour des raisons purement sociales. Pas d'autres raisons. Donc, comment gérer ça rentre dans les questions de politique. Le marché obligataire, cahier de charge, à mon sens, le cahier de charge qui, moi, peut me corriger, c'est le rôle de CMF. Le Conseil de marché financier, ce n'est pas la Banque centrale, la seule autorité qui doit gérer ça, c'est la Banque centrale. Merci. En tout cas, très rapidement, je voudrais faire un commentaire sur l'intervention publique en faisant des banques. C'est moi qui en a parlé, juste en ajoutant que les cas qui ont eu lieu en dehors de publier, notamment post-crise de 2008, ont été des interventions temporaires, que comme vous l'avez sûrement suivi, après, quand les conditions se sont rétablies, l'État s'est désengagé en gagnant de l'argent. En gagnant de l'argent sur ces opérations-là. Vous savez, moi, j'ai fait un papier avec un titre assez iconoclaste et volontairement provocateur que j'ai appelé « Nationaliser les banques publiques ». Parce qu'on est en train de parler de banques publiques comme si elles appartenaient à 100% à l'État, alors que ce n'est pas le cas. Elles sont pour certaines même en deçà de 50% dans certains cas. Et donc, toute perspective, on oublie juste un petit détail, que toute perspective de solution dans ces banques-là dépendra de l'attitude de l'actionnaire privé. Aucune décision majeure ne peut être prise, et je rejoins Simon sur la condition qu'il ne faut pas peut-être se précipiter, il faut mettre en place les conditions. Vous ne pouvez pas engager un plan de réforme et la volonté de réformer de manière tout à fait drastique les banques publiques. Il faut qu'ils se donnent les moyens de sa propre volonté, c'est-à-dire les majorités requises. Et je disais dans cette approche-là que s'ils voulaient le faire, il fallait absolument qu'ils désengagent et qu'ils désintéressent les petits porteurs. Et donc, ils lancent une OPA, voire une OPR, c'est-à-dire une offre de politique de retrait, pour qu'il puisse être lui-même le mettre à bord et par conséquent décider sans impacter les petits porteurs qui n'ont aucune responsabilité. Ce n'est pas vraiment, vous allez dire, fantaisiste comme proposition, parce que si jamais on veut aller au-delà, parce qu'en termes d'orthodoxie financière, ça veut dire quoi quand on est en fonds propres négatifs? Ça veut dire qu'il faut faire un impôt d'accordéon et que du jour au lendemain, vous allez avoir des dizaines de milliers de petits porteurs qui vont être complètement, pas ruinés, mais qui auront possédé quelque chose dans la banque. Est-ce que quelqu'un ici en Tunisie peut prendre cette responsabilité-là? Donc le fait de se donner les moyens, et l'idée c'était d'utiliser les produits des cessions, des petites participations dans les banques où l'État a juste une petite participation minoritaire pour lancer des opérations amicales, racheter le maximum et pouvoir disposer justement des moyens de réformer. Donc, vous prêchez un converti, moi je maintiens que c'est encore l'État qui détient la clé et que c'est à l'État de trouver les moyens. Deuxième élément, cloud computing, etc. C'est fondamental. C'est vrai que ça, mais encore une fois, il faut
avoir cette disposition-là on est actuellement à part une banque de la place. Aucune autre banque n'est en train d'aller dans ce qui est fondamental pour une banque actuellement, à part la gestion des risques, c'est la digitalisation de la relation client. Le client d'aujourd'hui n'a même pas besoin de savoir où se trouve sa banque. Il doit être en mesure, à moins de passer à une étape qui est contracter un crédit juste pour aller le signer, dans des pays même la signature électronique, il n'a même pas besoin de savoir où se trouve sa banque. Donc on est dans cette relation-là. Il faut préparer le système pour qu'il soit prêt à ça. Et je vais vous faire une confidence. Quand des investisseurs non tunisiens me demandent quelle est la banque dans laquelle la meilleure banque, etc., je vais vous faire vraiment cette confidence-là. Je suis député, mais je le dis quand même. Je leur dis, c'est la banque où nous connaissons des gens. C'est malheureux à dire, mais c'est le constat à part la moitié de notre banque qui peut être tout à fait. La troisième, juste un petit commentaire sur l'assurance. Ça, c'est une volonté, encore une fois, du ministre des Finances, parce que c'est le ministre des Finances circulaire qui établit ce qu'on appelle le catalogue de placement, et c'est à lui d'impulser en jouant justement sur les différentes catégories du portefeuille constitutif de ce qu'on appelle les réserves techniques d'une compagnie d'assurance. Et donc, c'est le ministre des Finances qui a la main, lui qui peut impulser en fonction d'un certain nombre d'impératifs et que les compagnies sont obligées d'appliquer, puisque annuellement ils doivent passer devant le comité général des assurances qui doit s'assurer que les ratios ont été respectés. Très bien. Bon, juste une réaction sur la question des assurances crédit. Je pense que la majorité d'une classe financière se mesure à la présence des institutionnels. Et tant qu'il n'y aura pas cette ouverture du côté des assurances pour leur laisser la possibilité d'acheter des titres ou des actions, donc il n'y aura pas vraiment un marché mature au niveau de la Tunisie. Deuxième remarque, au niveau des fusions, je pense que la Tunisie aujourd'hui a besoin d'une grande banque. Donc imaginons demain la situation se stabilise en Libye, donc il y aura des projets de reconstruction. Je pense que les banques tunisiennes sont incapables d'arracher ce marché et certainement les banques turques ou les peut-être égyptiennes seront les mieux placées. Donc je pense que la marche vers une grande banque avec une taille critique pour, à travers de gagner en économie d'échelle, d'avoir la possibilité d'arracher les grands projets, de pouvoir bénéficier d'emprunter sur les marchés à des bonnes conditions. Donc on a l'exemple marocain, où les Marocains sont très placés sur ce crédit. Très bien. Juste deux mots pour dire la volonté, pour dire que quand on y va, il faut y aller. Justement parce qu'on est souvent à parler des Marocains. Quand les Marocains ont voulu réformer le secteur de l'assurance, ils ont procédé à 5 suppressions d'agréments de compagnies d'assurance. J'ai regardé les compagnies bancaires, c'était en 1997. J'ai regardé un peu les compagnies marocaines avec CERN qui est présente sur plus de 8 pays d'Afrique subsaharienne. Ils ont fait exactement avec le même système bancaire avec leur banque. Et on se retrouve dans des situations assez paradoxales où la Tunisie, qui a été pionnière dans les années 60 en matière d'implantation en Afrique de l'Ouest, notamment dans des considérations historiques bien connues, etc., avec la création de la banque tunisio-sénégalaise, on se retrouve 20 ans après avec les Marocains qui rachètent cette banque-là parce que la Tunisie n'a pas eu suffisamment de souffle et parce qu'elle n'a pas accompagné le développement de cette banque-là. Merci beaucoup. Je crois que... Avec votre permission, deux questions. Juste une idée. Nous avons reçu hier le président de l'AFP et il souhaitait que l'association des économistes de Tunisie s'implique dans l'effort de réflexion autour du champ des grandes réformes à entreprendre. Et il a chargé ses femmes qui n'a pas donné sa réponse de piloter l'opération. Est-ce qu'à partir de l'aspectus
on peut constituer un think tank pour proposer des pistes d'enrichissement de la réforme du secteur bancaire. Je pose la question à Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a... Oui, voilà. Mohamed, juste pour capitaliser c'est un des problèmes qui ont été soulevés par Inès, parce que vous l'avez de recevoir aujourd'hui, le problème de l'accompagnement des entreprises, des clients. Et là, je pense qu'en fait, on voit l'ESICA, qui est un grand acteur inéluctablement lié au secteur bancaire sénégalais, mais à mon avis très modeste, n'avait pas joué convenablement son rôle dans la prise de risque, dans le renseignement et qui se comporte en parfait créancier. Donc, si dans la réforme du secteur bancaire, faut-il également réformer les SICA qui sont sous-jacents, et peut-on envisager également la transformation de quelques banques publiques en SICAD, en société d'investissement à capital de développement, et qui se chargerait du développement régional et sans, bien sûr, perdre toutes les compétences et les savoir-faire accumulés dans ces fonds. Merci. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un... Quand le pape parle des cardinaux, c'était... Non, c'est pas grave. Le pape, c'est bien, il y avait un écho dans le... Mais les SICA, ça ne marche pas. Donc, que ce soit régional ou pas régional, les SICA, il y en a différents sortes. Et une des raisons fondamentales, c'est que, en fait, ce n'était pas le SICA. N'est-ce pas? En fait, c'était du banking camouflé, encore. C'est du banking camouflé. C'est-à-dire, on a pris les banques pour que les banques deviennent actionnaires. Et les banques, elles savent ce qu'elles savent faire. Et donc, elles ont essayé de répliquer ce qu'elles font dans le secteur bancaire, donc de faire de l'amener de façon et donc, ça ne fonctionne pas. Les écarts, par définition, il y a le R, capital risque, et donc il y a une prise de risque. Et tant qu'on n'a pas une bonne manière d'assurer de gérer ce risque, il n'y a pas de cas. Et donc, la profession n'a pas encore développé la capacité à gérer. Et c'est pour ça que le private, à mon sens, c'est le private equity qui sera le plus. À mon sens, il y a le private equity qui est structuré pour ça. Il a dans son ADN, c'est la gestion du risque et il se donne les moyens de le faire. Un bon private equity, un bon private equity, il se donne les moyens de gérer le risque. Ils mettent les moyens, ils mettent les ressources humaines, ils mettent les compétences, ils mettent les choses. Les ICA, tout d'abord, on a écrit des micro-ICA, des petites entités, qui n'ont plus de capacité, n'ont pas les qualifications, n'ont pas les incitations pour le faire. Et donc, c'est pas étonnant que ça ne marche pas. C'est pas ce que juste un petit mot là-dessus. Moi, j'ai regardé parce que je ne connaissais pas cet animal ICA. Et puis, effectivement, j'ai rien trouvé, il n'y a absolument rien qui est différent de ce que font les banques. Et je me suis dit, alors pourquoi? Et la deuxième chose, la deuxième remarque, encore une fois, ici, enfin en Tunisie, on confond tout, on veut tout lier. Le développement régional, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est toute une nouvelle stratégie, une nouvelle réflexion, qui est beaucoup plus liée d'ailleurs à la décentralisation et à la déconcentration qu'un problème de banque et de financement. Le financement, on en parlera. Parce que quand on a regardé, le financement public, il plus que l'on faut dans les régions, le problème, c'est la capacité d'absorption. On n'a pas réalisé, on a pris un coup
pour réaliser quoi que ce soit, parce que les instances régionales sont de très faible capacité. Elles n'ont pas la capacité. C'est l'investissement privé qui n'a pas marché, mais n'a pas marché non plus ailleurs, sauf un petit peu sur la côte, mais pour d'autres raisons. Donc il vaut mieux corriger et je dirais redresser et réformer et mettre en place un secteur bancaire fort, qui est capable d'innover, qui est capable effectivement d'apporter les ressources nécessaires à l'économie, et réfléchissant au développement régional, mais d'une autre façon. Alors j'entends aussi qu'on va créer des banques régionales dans chaque gouvernorat. Alors là, je m'excuse, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Vous voyez bien mon système bancaire. Voilà, vous voyez bien qu'on a du mal à faire fonctionner l'essentiel, et en particulier les 3 grandes banques publiques. Alors là, si vous allez faire disséminer et avoir beaucoup plus de problèmes, allez-y créer une seule banque, pas 12, parce que ça serait encore plus dramatique. C'est pas comme ça qu'on fait le développement régional. C'est Mohamed, vous avez peut-être quelque chose à dire. D'abord, pour clôturer cette session, je vous remercie vivement. Je vous remercie aussi, après un travail et beaucoup d'efforts, vous êtes jusqu'à la dernière minute. Merci beaucoup. En tout cas, ce n'est pas. Alors vraiment, c'est à remercier. Maintenant, maintenant à la clôture du forum, du 11e forum. Alors, la clôture du 11e forum, tout simplement, je dis deux choses. Et on le fait, si on va continuer le 12e forum, si on va dans le 12e forum, et je crois on y va, on attend vos remarques, vos réactions, et elles seront bien étudiées, et particulièrement cette proposition de M. le Président de l'AFP et tout ça, nous sommes en train de l'étudier. Donc, nous n'allons pas répondre tout de suite. Nous étudions les questions une à une et sérieusement, mais sérieusement, je dis bien sérieusement, et certainement, nous allons probablement, si c'est possible d'y répondre, nous allons le faire. Vous voyez, l'expérience, et vous l'avez constaté, l'expérience de ce forum et cette particularité, c'est qu'il y a des économistes maghrébins, des économistes bien sûr tunisiens, tout ça, mais il y a, et cette association avec les politiques, les décideurs, les politiques et les hommes d'affaires, le syndicat et tout ça, ça donne une grande richesse. Nous sommes encore preneurs de propositions et nous vous remercions vivement. Nous attendons principalement vos critiques, parce que probablement il y a eu dans des sessions quelques, je ne dis pas abus, mais il y a eu un peu d'écart, dans quelques. Alors nous vous écoutons, mais nous écoutons attentivement. Je vous remercie et bon appétit.